La première fois que mon fils m'a crié dessus en public, j'ai cru qu'il plaisantait. On était au milieu du supermarché, juste à côté des pommes. Les rouges étaient en promotion, et je comparais les prix comme d'habitude, essayant de faire durer ma pension un peu plus longtemps. « Maman, arrête !» a-t-il dit d'une voix basse et tendue. J'ai levé les yeux en souriant. « Chérie, elles sont 50 centimes moins chères ici. C'est la même marque, en plus. Ça ne sert à rien de payer plus cher, ai-je dit. Arrête. » Sa voix était plus forte maintenant. Un couple à côté de nous a ralenti son chariot. Les roues ont crissé sur le carrelage, comme s'ils écoutaient. J'ai cligné des yeux. « Qu'est-ce qui te prend ?» Il a passé une main dans ses cheveux, la mâchoire serrée. « Tu me fais honte. » Ces mots m'ont blessé plus que je ne l'aurais cru. J'ai ri nerveusement. « Te faire honte ? Je choisis juste des pommes parce que tu fais comme si on était fauchés. » A-t-il rétorqué. « On n'est pas fauchés, maman. Tu n'es pas obligée de faire ça. » J'ai senti mes joues s'empourprer. J'ai toujours fait ça. Il n'y a rien de mal à économiser. Les gens nous regardaient, c'était certain. Une femme avec un tout petit s'est arrêtée près des bananes. Un homme âgé s'est appuyé sur son chariot comme sur une rambarde de spectacle. La voix de mon fils s'est de nouveau élevée. « Tu fais toujours ça partout où on va. Des coupons, des réductions, compter la monnaie. C'est pathétique. Pathétique. » Le mot résonnait dans mes oreilles comme si quelqu'un avait laissé tomber un plateau en métal par terre. « Excuse-moi, » ai-je murmuré. « Tu m'as bien entendu, » a-t-il dit. « Tu me fais passer pour quelqu'un qui ne sait pas s'occuper de toi. Comme si j'étais un raté. » J'ai dégluti. Ma gorge était sèche. Personne ne pense ça. « Moi si, » a-t-il rétorqué. « À chaque fois que tu fais ça. » J'ai baissé les yeux vers les pommes. Mes mains tenaient encore le sac en plastique, mais je ne bougeais plus. Le sac a bruissé doucement sous mes doigts tremblants. Je ne savais pas qu'acheter des pommes moins chères était un tel crime, ai-je dit doucement. Il a laissé échapper un rire strident. Ce ne sont pas les pommes le problème, maman. C'est ton comportement. On dirait que tu es encore une pauvre serveuse qui peine à payer son loyer. Ces mots m'ont blessé, car c'était le cas depuis 22 ans. J'ai reposé les pommes. Je vais finir mes courses. Tu sais quoi ? A-t-il lancé d'une voix forte en levant les bras au ciel. Laisse tomber. Laisse tomber. Fais ce que tu veux. De toute façon, tu le fais toujours. Quelques têtes se sont retournées. J'aurais voulu que le sol m'engloutisse. Au lieu de cela, j'ai ramassé les pommes, fermé le sac et les ai mises dans le chariot. Mes mains agissaient machinalement. Pain, lait, œufs, l'essentiel. Il me suivait, silencieux maintenant, poussant le chariot comme si c'était une punition. Nous n'avons plus échangé un mot jusqu'à ce que nous arrivions au parking. Le soleil brillait. L'asphalte était chaud sous nos pieds. Un chariot a traversé le parking tout seul, heurtant le trottoir avec fracas. Il a chargé les courses dans le coffre sans un mot. Assise sur le siège passager, le regard fixe, j'avais la gorge serrée. Pas en colère, pas même blessée, juste fatiguée. À 5 ans, il s'accrochait à ma jambe dès qu'on entrait dans un magasin. « Ne me lâche pas, maman » murmurait-il, ses petits doigts s'enfonçant dans mon jean. « Je ne le ferai pas. Je te le promets. » À l'époque, nous n'étions que tous les deux. Un minuscule appartement au-dessus d'une laverie automatique qui sentait la lessive et le métal chaud. Les murs étaient fins et le voisin du dessus passait de la musique country jusqu'à minuit. Je faisais des doubles services au restaurant du coin, crêpes le matin, hamburger le soir. Parfois, je rentrais si fatiguée que je m'endormais en uniforme. Mais chaque matin, je lui préparais quand même un vrai petit déjeuner, des œufs en forme de cœur, des toasts en forme d'étoile. Il m'appelait son super-héros. Maintenant, j'étais pathétique. À la maison, il portait les sacs de courses dans la cuisine et les déposait sur le comptoir. « J'ai une réunion dans 1 heure », disait-il en regardant sa montre. « Je serai dans mon bureau. » Son bureau était autrefois la chambre d'amis. Maintenant, il y avait un bureau élégant, 2 écrans et une chaise de luxe qui coûtaient probablement plus cher que mes dépenses mensuelles. Il avait insisté pour que je vienne vivre avec lui après mon opération du genou l'année dernière. « Tu ne devrais plus vivre seul, et ça n'a aucun sens que tu continues à payer un loyer alors que j'ai tout cet espace, »
avait-il dit. À ce moment-là, j'avais pleuré. Je pensais que c'était parce que j'étais émue. Maintenant, je n'en étais plus si sûre. J'ai commencé à déballer les courses. Le réfrigérateur a ronronné doucement quand j'ai ouvert la porte. Sur l'étagère du milieu se trouvait une barquette de plats à emporter à moitié vide, une bouteille d'eau gazeuse et un pot de fromage importé cher. J'ai soigneusement placé les œufs dans le support. Maman, ai-je dit en me retournant. Il était debout dans l'embrasure de la porte, les mains dans les poches. Oui. Il a soupiré. Regarde autour de toi. Mon cœur s'est légèrement réjoui. Peut-être allait-il s'excuser, mais il a dit à la place. Tu dois juste comprendre comment les choses sont perçues. J'ai cligné des yeux. Comment les choses sont perçues par les gens, par mes collègues, par mes amis. Quand tu agis comme ça en public, ça rejaillit sur moi. Je l'ai fixé du regard. J'achetais des pommes. Tu te disputais pour 50 centimes. 50 centimes, ça compte, ai-je dit doucement. Il a secoué la tête. Plus maintenant. Plus pour nous. La façon dont il a dit « nous » m'a paru étrange, comme si j'étais un accessoire à sa réussite. Je ne t'ai pas élevé pour que tu aies honte de tes origines, ai-je dit. Je n'ai pas honte, rétorqua-t-il sèchement. Je ne veux juste pas avoir l'air d'être encore coincé là-bas. Un silence pesant s'installa dans la cuisine. Le réfrigérateur bourdonna plus fort, d'une manière étrange. Il me regarda, puis détourna le regard. Essaie de faire comme si de rien n'était. D'accord, comme si de rien n'était. J'acquiesçai lentement. D'accord. Il sembla soulagé. Merci, maman. Puis il disparut dans son bureau. La porte claqua. Cette nuit-là, je ne parvins pas à dormir. La maison était silencieuse, mais d'un silence pesant, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Assise à mon petit bureau, dans ma chambre, je contemplais le vieil album photo que je tenais entre mes mains. Il y avait une photo de lui à 8 ans, sans une dent de devant, tenant un ruban de concours scientifique. Il avait construit un volcan en papier mâché et bicarbonate de soude. « Je serai riche un jour, maman », m'avait-il dit fièrement. J'avais ri. « Alors tu pourras m'acheter un manoir. »« Non », avait-il répondu. « Je t'achèterai juste une maison juste à côté de la mienne. » Tu n'es jamais loin. J'ai caressé la photo du doigt. Tu as tenu ta promesse, je suppose, ai-je murmuré. Mais ce n'était pas le rêve dont nous avions parlé. Le lendemain matin, il m'a demandé si je voulais l'accompagner à un événement professionnel. C'est juste une petite réunion, a-t-il dit en nouant sa cravate devant le miroir. Quelques collègues, quelques clients. Rien d'extraordinaire. J'ai hésité. Tu es sûr? Bien sûr, a-t-il répondu. Tu es ma mère. Les mots sonnaient justes, mais quelque chose dans son ton me paraissait étrange. Malgré tout, j'ai souri. D'accord. L'événement avait lieu dans un restaurant sur le toit, en centre-ville. Des balustrades en verre, des guirlandes lumineuses et un doux jazz diffusé par des haut-parleurs dissimulés. Les gens étaient vêtus de costumes élégants et de robes raffinées. Des serveurs circulaient avec des plateaux de petites bouchées qui semblaient hors de prix. Je me suis senti mal à l'aise dès que nous sommes sortis de l'ascenseur. Mon fils s'est penché vers moi. Reste près de moi, d'accord. J'ai acquiescé. Il m'a présenté à quelques personnes. Voici ma mère. Certains ont souri poliment. D'autres ont simplement hoché la tête. Une femme au rouge à lèvres rouges vives dit « Oh, vous devez être si fier de lui. » Oui, répondis-je, le cœur un peu gonflé. C'est l'un de nos meilleurs éléments, ajouta-t-elle en le regardant. Très ambitieux, sourit-il modestement. J'essaie. Je remarquai qu'il ne me regardait pas en disant cela. Un serveur passa avec un plateau de boissons. De l'eau gazeuse, demanda-t-il. J'en pris une avec précaution. Merci. Un autre plateau arriva, avec des petits morceaux de saumon sur des crackers. J'en pris un. C'était minuscule, à peine une bouchée. À ton avis, combien ça coûte? Chuchotai-je à mon fils. Il se raidit. Maman, quoi? Je suis juste curieux. S'il te plaît, ne commence pas. Je ris doucement. Je ne cherche pas les ennuis.
J'ai juste demandé. Vous êtes obligé de commenter tout, lança-t-il sèchement. Un homme à côté de nous haussa les sourcils. Je sentis le sang me monter aux joues. Je faisais juste la conversation. Avec moi, demanda-t-il, ou avec tout le monde sur le toit. Je vous parlais, murmurai-je. Enfin, ça ne ressemblait pas vraiment à un murmure. Mes mains se mirent à trembler. Je suis désolé, dis-je doucement. Il soupira en se massant la tempe. S'il vous plaît, comportez-vous normalement ce soir. Ce mot revenait sans cesse. Normal. Plus tard, un groupe de ses collègues se rassembla autour de nous. Ils riaient de quelque chose, une blague de bureau que je ne comprenais pas. L'un d'eux, un grand homme en costume bleu marine, demanda « Alors, d'où venez-vous, Madame Carter ?»« Oh, d'une petite ville en dehors de la ville principale, » répondis-je. « J'ai travaillé dans un restaurant là-bas pendant des années. » L'homme hocha poliment la tête. « C'est bien. » Je souris. Oui, c'était dur, mais ça payait les factures. La mâchoire de mon fils se crispa. « Et regarde. Regarde-le maintenant, » ai-je ajouté en le désignant fièrement. Il est devenu grand, il porte ses beaux costumes, il mange des plats qui coûtent plus cher que mes courses de la semaine. Quelques personnes ont ri nerveusement. Mon fils a rougi. « Maman, » a-t-il dit entre ses dents. « Quoi ?» ai-je demandé, confuse. « Tu ne peux pas dire des choses comme ça. »« Comme quoi ? Je suis fière de toi. Tu me prends pour une assistée. » Le groupe s'est tu. Je n'ai pas fait exprès de commencer. « Tu fais toujours ça », a-t-il dit plus fort. Maintenant, il faut toujours que tu rappelles à tout le monde à quel point on était pauvre, à quel point ta vie était dure. J'ai eu un pincement au cœur. Je ne leur rappelle rien. Je leur dis juste à quel point je suis fière de toi. Eh bien, arrête, a-t-il rétorqué. Parce que c'est gênant. Le mot m'a frappé de nouveau. Gênant. Comme hier. Soudain, le toit terrasse m'apparut trop lumineux, trop bruyant. La musique, les rires, le tintement des verres, tout se mélangeait. Je ne me rendais pas compte que j'étais un tel fardeau, dis-je doucement. Il ouvrit la bouche, mais avant qu'il ne puisse parler, quelqu'un s'approcha. « Et, Daniel, » dit l'homme en lui tapotant l'épaule. « Ton avocat vient d'arriver. Il te demande. » Daniel fronça les sourcils. « Mon avocat. » « Oui, il a dit que c'était important. » Daniel parut perplexe. « Excusez-moi, » dit-il au groupe, puis se tourna vers moi. « Restez ici. Je reviens tout de suite. » Il se dirigea vers l'autre bout du toit où un homme en costume gris attendait. Je les observai se serrer la main. L'avocat lui tendit un dossier. Daniel l'ouvrit et parcourut les pages du regard. Son expression changea. D'abord de la confusion, puis de la surprise, puis autre chose. Quelque chose comme de la panique. Il leva les yeux, son regard balayant le toit. Puis il se posa sur moi. Et pour la première fois de la soirée, je vis la peur dans le visage de mon fils. L'avocat lui dit quelque chose, d'une voix basse et grave. Daniel serra le dossier plus fort. Il déglutit difficilement et se remit à marcher vers moi. Daniel avançait vers moi comme si chaque pas pesait une tonne. Les conversations autour de nous continuaient, mais elles semblaient lointaines, comme si j'étais sous l'eau. Je ne voyais que son visage, pâle, tendu, et soudain si jeune. Il s'arrêta à quelques pas. « Maman, on peut parler ?» demanda-t-il. Sa voix était basse maintenant. Doucement. Je jetai un coup d'œil à ses collègues. Ils faisaient semblant de ne pas regarder, mais leurs yeux revenaient sans cesse vers nous. « Bien sûr, » dis-je. Il désigna un coin tranquille près de la rambarde. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas comme des diamants éparpillés. Nous restâmes là, silencieux, un instant. Puis il brandit le dossier. « Tu étais au courant ?» J'inclinai la tête. « À propos de quoi ?» La lettre pour Monsieur Hargrove. Mon cœur fit un bond. Qu'est-ce qu'elle disait? Il rouvrit le dossier, ses mains tremblant légèrement, juste assez pour que je le remarque. Il est écrit que tu es l'unique héritière. Je ne répondis pas. Son regard scruta mon visage. Maman, ce n'est pas possible. Tu ne travaillais pour lui qu'à temps partiel. Tu faisais juste le ménage 2 ou 3 fois par semaine. Il te connaissait à peine.
J'avalai ma salive. Il me connaissait pourtant bien. Daniel secoua la tête, de plus en plus perplexe. Maman, il est écrit que la succession vaut plus de 4 millions de dollars. Les mots restèrent suspendus entre nous. 4 millions. Je connaissais le chiffre, mais l'entendre à voix haute au beau milieu de sa fête huppée sur le toit me paraissait irréel. Et il est écrit, poursuivit-il d'une voix tendue, que tu aurais dû être prévenu la semaine dernière, mais qu'à cause d'un retard administratif, ils n'ont finalisé les choses qu'aujourd'hui. Il releva les yeux vers moi. Tu ne me l'as pas dit, murmura-t-il. Je pris une profonde inspiration. Je ne savais pas trop comment, répondit-il en plissant les yeux. Peut-être avec des phrases comme « Tiens, fiston, figure-toi que je suis millionnaire du jour au lendemain ». Il y avait de l'amertume dans sa voix, sèche et sur la défensive. Je ne voulais pas que ça change quoi que ce soit, dis-je. Il rit doucement, mais sans aucune joie. Enfin, ça change beaucoup de choses. Derrière nous, quelques-uns de ses collègues nous fixaient du regard. L'un d'eux murmura quelque chose à un autre. J'entendis le mot « héritage ». Daniel le remarqua aussi, la mâchoire serrée. « Viens avec moi », dit-il soudain. Avant que je puisse répondre, il me prit délicatement par le coude et me guida vers le hall des ascenseurs, loin de la foule, loin de la musique. Dans l'ascenseur, les portes se refermèrent avec un léger « ding ». Le silence était plus lourd que l'air du toit. Daniel regarda les chiffres s'illuminer pendant notre descente. 12, 11, 10. Finalement, il prit la parole. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Je viens d'apprendre les détails ce matin, dis-je. L'avocat a appelé. Je comptais t'en parler ce soir après la fête, demanda-t-il. Oui, souffla-t-il lentement. 4 millions de dollars, maman. Je sais. Il passa une main sur son visage. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Je le regardai. Ça veut dire que je n'ai plus à m'inquiéter du loyer, des courses ou des factures médicales. Il se tourna vers moi, le regard perçant. Ça veut dire qu'on n'a plus à s'inquiéter. Ce mot revenait. Je restai silencieuse. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le hall. Nous sortîmes, enveloppés par la fraîcheur du sol en marbre. Il me conduisit vers un coin, salon tranquille près de l'entrée. 2 fauteuils en cuir et une table basse en verre. « Assieds-toi, » dit-il. Je m'assis. Il resta debout un instant, faisant les 100 pas. Puis il s'arrêta devant moi. « Maman, écoute, » dit-il en baissant la voix. « Je suis désolé pour tout à l'heure au supermarché et à l'étage. J'étais stressée. Le travail est infernal. » Je l'observai attentivement pour la première fois depuis longtemps. Il semblait incertain. « Je n'aurais pas dû te traiter de pathétique, » poursuivit-il. « Ni de honteuse. » Ma poitrine se serra. « Merci de dire ça, » dis-je. Doucement. Il hocha rapidement la tête. « Oui, bien sûr. Tu as tout fait pour moi. Je ne serais pas là sans toi. » Son ton était maintenant chaleureux, presque trop. « Mais cet héritage, dit-il prudemment, c'est une lourde responsabilité. Tu n'as jamais géré une telle somme auparavant. » Je savais où il voulait en venir. Il tira la chaise en face de moi et s'assit. « On devrait gérer ça ensemble, » dit-il. « Je peux t'aider à investir, à faire fructifier l'argent, à le protéger des impôts et des mauvaises décisions. » Je croisai les mains sur mes genoux. De mauvaises décisions. Il laissa échapper un petit rire nerveux. « Tu vois ce que je veux dire ? Les arnaqueurs, les mauvais conseillers, on profite des personnes âgées tout le temps. » J'acquiesçai lentement. « C'est vrai. Alors, c'est logique, » poursuivit-il. « Toi et moi, on ouvre un compte joint. Je m'occupe des investissements. Tu n'as à t'inquiéter de rien. Voilà. L'offre, le plan. » Je le fixai longuement. « Daniel, » dis-je doucement. « Tu te souviens quand tu avais 9 ans et que tu t'es cassé le bras en tombant de vélo ?» Il cligna des yeux, surpris. « Oui, j'imagine que tu as pleuré tout le long du trajet jusqu'à l'hôpital. Tu n'arrêtais pas de t'excuser parce que tu pensais m'avoir compliqué la vie. » Il baissa les yeux sur ses mains. « Et je t'ai dit quelque chose, » continuai-je. « Tu te souviens de quoi ? » Il secoua la tête. « Je t'avais dit que tu ne pourrais jamais me rendre la vie plus difficile. Tu es ma vie. »
Son regard s'adoucit. Maman, murmura-t-il. Je me penchai légèrement en avant. J'ai fait des doubles quarts. J'ai sauté des repas. J'ai porté les mêmes chaussures pendant 5 ans pour que tu puisses en avoir des neuves pour l'école. Il déglutit. Je ne t'ai jamais traité de pathétique, dis-je. Les mots restèrent en suspens, il tressaillit. Je sais, chuchota-t-il. Et je suis désolé. Je soutins son regard. Es-tu désolé parce que tu m'as fait du mal ou à cause de cette lettre? Ses yeux s'écarquillèrent. Maman, ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Demandai-je doucement. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Un silence s'installa entre nous. Finalement, il soupira. Bon, peut-être que l'argent m'a fait changer d'avis, mais ça ne veut pas dire que je ne tiens pas à toi. J'acquiesçai lentement. Je crois que tu tiens à moi. Un soulagement fugace traversa son visage. Mais je crois aussi, ajoutai-je, que tu avais honte de moi bien avant ce soir. Son expression se décomposa. Je voulais juste m'intégrer, dit-il. Tous mes collègues sont riches. Ils ont fait des écoles privées, des grandes écoles. J'ai toujours eu l'impression d'être le gamin pauvre qui s'était faufilé par la porte de derrière. Alors tu m'as mis à la porte, demandai-je doucement, les yeux embués de larmes. Je ne l'ai pas fait exprès, murmura-t-il. Le silence retomba. Puis il se pencha en avant, baissant la voix. Maman, je suis désolé. Vraiment, je n'aurais pas dû te traiter comme ça. Ni au magasin, ni à l'étage. Sa voix se brisa. J'ai eu tort. Il jeta un coup d'œil autour du hall, puis se rapprocha encore. Je suis fier de toi. J'ai toujours été fier de toi. Je ne voulais juste pas que les autres voient d'où je viens. Ces mots n'étaient qu'un murmure, des excuses qui ne m'étaient destinées qu'à moi. J'avais le cœur serré. Merci, dis-je. Il expira comme soulagé. Alors, pour le compte, dit-il prudemment. On ira voir l'avocat ensemble demain. J'ai souri doucement. Non. Il a relevé la tête brusquement. Non, j'ai déjà vu l'avocat. Il a froncé les sourcils. Quoi? Ce matin, après son appel et les décisions que j'ai prises, son visage s'est crispé. Quel genre de décision? J'ai fouillé dans mon sac et en ai sorti un document plié. J'ai créé une fiducie, ai-je dit. Pour moi? A-t-il demandé rapidement. Pour le centre communautaire de notre ancien quartier, ai-je répondu. Son expression s'est figée. Et pour le propriétaire du restaurant qui me laissait payer quand on n'avait pas les moyens de faire les courses, ai-je poursuivi. Et pour un fonds de bourse d'études dans ton ancien lycée. Sa bouche s'est ouverte lentement. Et j'ai ajouté, je me suis acheté une petite maison. Rien d'extraordinaire, juste un endroit confortable avec un jardin. Il m'a regardé, stupéfait. Et nous? A-t-il demandé. J'ai croisé son regard. J'ai aussi mis de l'argent de côté pour tes futurs enfants, pour qu'ils n'aient jamais à souffrir comme toi. Il cligna des yeux. Mais, et moi? J'hésitai. Puis je tendis la main par-dessus la table et la lui serrai. Tu as déjà tout ce dont tu as toujours rêvé, Daniel. Un bon travail, une belle maison, une vie que tu as construite de tes propres mains. Son visage se crispa. Alors c'est tout? Je n'ai rien. Tu as quelque chose de bien plus important, dis-je doucement. Et qu'est-ce que c'est? La chance de redevenir l'homme que tu étais. Le garçon qui me tenait la jambe au supermarché et qui m'appelait son super-héros. Des larmes coulèrent sur ses joues. Je suis désolé, maman, murmura-t-il à nouveau. Vraiment. Je me levai lentement. Je sais, dis-je. Et je te pardonne. Il leva les yeux vers moi. Tu pars, n'est-ce pas? Oui. Quand? Demain matin. Son visage se décomposa. Déjà. J'acquiesçai. Il est temps pour nous deux de vivre nos vies. Il se leva brusquement et me serra dans ses bras. Cette fois, il se fichait des regards. Je t'aime, murmura-t-il contre mon épaule. Moi aussi, lui répondis-je à voix basse. Le lendemain matin, il m'aida à charger ma valise dans un petit taxi. Le ciel était doux et gris, comme s'il hésitait encore à pleuvoir. Il se tenait au bord du trottoir, les mains dans les poches. « Appelle-moi quand tu seras arrivé, dit-il. Je le ferai,
et je viendrai te voir si tu es d'accord. Je souris. Bien sûr que non. Il hésita, puis s'approcha. Maman. Oui. Je suis fier de toi, dit-il. Cette fois, sa voix ne sonnait pas faux. Elle paraissait sincère. Je levai la main et l'embrassai sur la joue. C'était tout ce que j'avais toujours voulu. Le taxi démarra. Tandis que la ville s'estompait derrière moi, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas seulement du soulagement. Pas seulement de la liberté.